Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio, 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Alors sachez les amis qu'on est toujours en direct du salon Franchise Expo Paris. Alors c'est tout l'univers de la franchise, des marques de toutes sortes, on l'a dit, un Sport 2000 par exemple, Blockies, les copains, mais aussi des marques, des franchises qui vous restaurent, qui vous rendent gourmand, parce que c'est l'émission de Vincent Ferniaud. Et pour une fois, il a eu la bougeotte, encore plus que d'habitude, et il a décidé d'arpenter les travées de ce salon. Alors j'ai Vincent Ferniaud avec moi, qui est mon envoyé spécial de luxe, il va nous faire découvrir les nouvelles pratiques, notamment de consommation. Comment les Français se restaurent. On va découvrir notamment ces enseignes qui vous proposent de la salade, notamment pour ces jeunes clients qui ne veulent plus manger de viande, mais qui veulent manger beaucoup plus vert. On va en parler. On va parler des nouvelles tendances aussi. On a eu la génération kebab, place à la génération tacos. Qu'est-ce que ça change? C'est quoi un French tacos? On verra ça avec mon invité dans un instant. On va vous parler d'une marque que vous connaissez par cœur. Vous connaissez même la silhouette de ces enseignes. C'est la marque Courte Paille qui est reprise par La Boucherie. Comment Courte Paille va renaître, on en parlera avec le PDG du groupe La Boucherie. Et puis on découvrira aussi une marque de pub, c'est les pubs au bureau. Vincent Ferniaud s'y est arrêté, notamment pour se restaurer. Voilà le programme de Ferniaud fait le marché. Je vous propose d'abord qu'on commence tout de suite par parler du French Tacos avec notre invité Stéphane Chérel. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue à Franchise Expo Paris, bienvenue sur Sud Radio dans Ferniaud fait le marché. Vous êtes directeur général d'Otacos. Alors d'abord on va commencer par une définition toute bête. On a une vague idée de ce qu'est un tacos. C'est quoi un French tacos? C'est tout sauf un tacos. Alors justement, il y a quoi? Vous allez me faire la recette. Je l'imaginais, je suis à la radio, j'ai même pas d'image. Vous imaginez une tortilla. Donc là, on est toujours dans le tacos, mais une tortilla, vous y mettez une viande, 2 viandes ou 3 viandes. Vous mettez vos frites, une belle sauce fromagère, une sauce que vous choisissez. On toaste le tout, ça vous fait un espèce de rectangle coupe-fin. Exactement. Et on est plus proche finalement à la base des Grecs ou des kebabs. Exactement, je disais qu'il y avait la génération kebab. Alors c'était la mienne, on disait les Grecs d'ailleurs, plus que les kebabs, en tout cas pour ma part. Ensuite les tacos sont arrivés, ils sont nés où les French tacos? C'est arrivé à Lyon ou à Grenoble? Alors là, je pense qu'il y aura bataille. Il y a toujours eu bataille entre les Lyonnais et les Grenoblois. En tout cas, nous, nos fondateurs sont de Grenoble. Le tacos est aussi vu à Lyon. Donc, vous savez, c'est la même région. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un point en commun. C'est que la sauce qui est mise dans les tacos est une sauce fromagère. Et donc, forcément, des fromages des Alpes. J'imagine qu'elle est plutôt blanche, cette sauce, d'aspect en tout cas. De couleur, oui. Couleur blanche, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a comme fromage? Alors, vous me parlez des Alpes. C'est tous les fromages. Il peut y avoir de l'emmental, du gruyère, du reblochon, du Beaufort, pourquoi pas, si on est fou. Exactement. Soyons fous, allons-y. Alors, c'est une nouvelle tendance. Qu'est-ce qui fait que les jeunes, puisque c'est plutôt les jeunes qui consomment des French tacos. Au départ, ça commence par là. Qu'est-ce qui fait qu'on est passé de la mode du kebab ou du grec ou du donneur, selon la région de France où on est, on l'appelle différemment, au French tacos? Je pense que la première chose, c'est la qualité même de ce qui était offert par les French tacos, c'est le rapport quantité-prix. Donc l'indulgence. L'indulgence, c'est-à-dire l'indulgence qu'ils disent en anglais. De quoi je dois vous pardonner? C'est un faux ami d'ailleurs. Voilà. C'est un faux ami, c'est pour dire globalement on va se faire plaisir. Mais on se faisait plaisir nous-mêmes en tant qu'étudiants en allant au grec, en allant au kebab. Et donc quelque part on n'est pas loin. La grosse différence, c'est que le French tacos, et en tout cas nous à Otacos, on a été les premiers à en créer une enseigne. Et donc à rendre le truc accessible à tous. Et surtout, et c'était le grand chamboulement de ce métier, on a été la première enseigne à utiliser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça c'est pour le marketing, c'est comme ça que vous avez touché votre cible. Et c'est la clé, c'est-à-dire globalement, cette nouvelle génération a besoin de dire je suis là, je mange ça et je suis... je fais partie du truc en fait. Vous êtes en train de me dire que si j'étais né 20 ans plus tard, je prendrais des photos de mon grec comme on prend en photo son potentiellement tacos. Et potentiellement, absolument. Absolument. Ça c'est formidable. Alors vous m'avez parlé de recettes, vous m'avez parlé de récompenses en quelque sorte. Quand on pousse la porte d'une enseigne comme celle de Otacos par exemple, c'est qu'on a faim. Concrètement, on cherche un apport calorique, on cherche de la gourmandise. Qu'est-ce qu'on va trouver comme ingrédients à l'intérieur et d'où est-ce qu'ils viennent? Alors, les ingrédients sont assez larges. L'une des autres forces et clés de cette enseigne, ça a été l'une des premières enseignes à permettre la personnalisation de ce que vous mangez. Donc globalement, on parle de 36 000 combinaisons possibles. C'est ça. Donc vous choisissez votre protéine.
ou les protéines de 1 à 2 à 3, ce qu'on appelle M, L ou XL. C'est ça. Les frites viennent avec, mais vous pouvez décider de pas les avoir. La sauce fromagère est quelque part ce qui lie le tout. Et puis vous avez toutes les sauces et tous les ingrédients supplémentaires que vous pouvez rajouter. Donc quand on parle de protéines, on parle de bœuf, de poulet, de cordon bleu, vraiment vous avez tout ce qu'il faut. Vous en avez même au poisson, non? Non, on n'a pas poisson, non. Pas poisson quand même. On reste dans la viande malgré tout. Globalement, c'est ce que j'ai compris. On a également du falafel, hein, donc bien sûr, pourquoi pas. Et ça c'est quand même très bien aussi, c'est important. Il y en a donc pour tout le monde. On peut être végétarien et manger des tacos? Absolument. Absolument, on peut être carnivore et manger des tacos. Absolument, et on peut être surtout flexitarien, ce qui est la tendance d'aujourd'hui. Justement, c'est la tendance d'aujourd'hui. C'est ce que vous montrera d'ailleurs le gastronome de cette émission, c'est Vincent Ferniaud, qui lui va vous proposer de redécouvrir, je le rappelle, des salades. Une enseigne qui vous propose de manger des salades. Alors c'est important, 5 fruits et légumes par jour. Bon, j'ai parlé des grecs, moi, de ma période étudiante. On peut parler des tacos d'aujourd'hui. Est-ce que c'est équilibré ou pas? Tout dépend ce qu'on appelle équilibré. Quand on a envie de se faire plaisir, de manger, ça c'est clair, on y va. Quand vous allez prendre un chou à la crème, on vous demande pas s'il y a de la tomate et du concombre. Certes, donc il n'y a pas la même chose que dans un Saint-Honoré malgré tout. Donc c'est vrai, on fait attention, mais on rajoute quand même des légumes. Vous l'avez dit, on accompagne. On a des champignons, des oignons, vous pouvez rajouter, mais on voit globalement que c'est pas ce qu'ils recherchent. Après, chacun est capable de construire son propre tacos. Exactement. C'est ça la clé en fait. C'est la personnalisation. Vous en avez parlé. C'est quoi le vôtre? Votre recette préférée, tiens? Moi c'est tender. Tender, on rappelle ce que c'est? Tender, c'est un filet de poulet frit. C'est ça. Avec sauce chili thai. La sauce fromagère. Plus la sauce fromagère. Exactement. Et puis les frites. Et parfois ça m'arrive d'enlever les frites. Et parfois ça vous arrive d'enlever les frites. Voilà. Bon, ça c'est formidable. D'où viennent les ingrédients que vous utilisez en général ou qu'utilisent vos restaurants? On est à une époque où tout le monde veut savoir plus ou moins d'où ça vient, comment c'est fait, comment c'est produit. Alors, 100% de nos ingrédients sont européens. Donc on se source en France, au Benelux, en Espagne, en Europe de l'Est, selon nos ingrédients, avec un cahier des charges strict, avec un département qualité amont et aval, c'est-à-dire que chacune des usines et des producteurs sont visités à minimum 2 fois par an avec des audits. Et à partir de là, nous on concentre tout sur des hubs en France et en Belgique. Ça c'est pour l'approvisionnement. Absolument, pour pouvoir approvisionner derrière nos restaurants qui sont principalement aujourd'hui en Europe. Nos 355 restaurants sont à 97% C'est un petit empire quand même, hein? Non. C'est un petit empire. Je vous rappelle que McDonald's est à 1600 restaurants. On est petits commerçants, nous. Bon, vous êtes quand même la petite bête qui monte, exactement. Est-ce que vous avez l'objectif de vous faire connaître dans d'autres continents ou pas encore? Oui, absolument. Le continent nord-américain qui va arriver bientôt par le Canada. Qui va découvrir le French tacos. Non, justement, j'allais vous le dire. C'est ça qui est difficile drôle. Parce que pour eux, si vous dites tacos, ils pensent Amérique latine. Absolument, mais non. En fait, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que le French tacos aujourd'hui est connu dans tous les territoires, pays qui parlent la langue française. Et pour une raison simple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les Facebook, Instagram, TikTok en langue française se trouvent partout. Donc les Wallons, les Québécois savent ce qu'est un French tacos. C'est pas non seulement, c'est que la Wallonie est notre 2e plus gros marché. Sûr. On est en Suisse romande, on est à la Réunion, on a des chiffres d'affaires moyens qui dépassent. On n'arrive même pas à comprendre en fait. C'est ça. Même chose à la Guadeloupe, Martinique. Donc là, le Québec pour nous, l'entrée du Canada par le Québec est très logique. Donc vous allez commencer par le Québec. Il existe déjà là-bas. Il existe déjà. Vous allez essayer la Louisiane aussi? Ça on verra. Ce serait pas mal, hein. Après tout, une jambe à l'ail. On a la Nouvelle-Calédonie qui arrive. La Nouvelle-Calédonie, exactement. Et on a le Maroc qui arrive. Écoutez, le premier est en construction. Et les pays qui sont pas francophones, alors? Les pays qui sont pas francophones nécessitent de l'éducation de 2 choses. Un, de ce qu'est le French tacos, et 2, de votre marque, puisque votre marque n'est pas connue. Exactement. Et en même temps, d'associer à l'image de la France dans l'alimentation ou la gastronomie, l'idée du tacos, qui est un peu contre-intuitive au début quand on pense au cliché. En fait, pour la petite histoire, c'est que c'est sorti de Grenoble, Lyon, on ne sait pas trop comment, mais il y a eu une interprétation de ce qu'était un tacos, mais qui ne l'est pas en fait. C'est plus en forme, et quand on regarde, plus un burritos en fait. C'est ça. On rappelle dans la tête d'ailleurs le tacos traditionnel. Le tacos traditionnel, c'est une galette de maïs frit ou cuite en mode U, dans lequel on vient mettre des ingrédients similaires à ce qu'on met, à peu près, mais qui n'a rien à voir avec le produit qu'on a. Et vous, c'est plutôt un burritos, mais on a décidé que c'était un tacos
Eh ben voilà. à Grenoble ou à Lyon, et on est parti ensuite à la conquête du monde, puisqu'après tout, pour donner, en tout cas apaiser les gourmandises, il vaut mieux être français parce qu'on sait faire en général ça. Mais je vous invite d'ailleurs pour voir l'impact. C'est le New Yorker qui a écrit un article il y a un petit peu moins d'un an qui s'appelle alors de mémoire, c'est l'incroyable croissance du French tacos. What the fuck, ok? Ouais. C'est quoi ce truc? What the fuck, oui, carrément. C'est nom de Dieu, qu'est-ce que ça, d'où ça vient? Comment ça s'explique? Ça ressemble. Et il disait, mais c'est un ovni. C'est un ovni, mais c'est pas un ovni lié à un pays comme on a souvent dans certaines régions. C'est un ovni du coup territorial et linguistique. Exactement. Et culturel. Et culturel en même temps. C'est probablement partie des étudiants à l'origine. C'est sûr. Il y a de bonnes chances parce qu'il y a un aspect qu'on n'a pas abordé encore, mais il est important. C'est le prix. En général, les étudiants choisissent notamment tel ou tel type de restauration rapide aussi parce que ça coûte pas trop cher et que ça permet d'avoir un apport calorique conséquent. Quand on sort de soirée, par exemple, on l'a tous vécu, plus ou moins. Absolument. Ça coûte combien un tacos? Ça dépend de la taille, ça dépend ce que vous imitez, mais on va dire globalement d'une taille normale à moyenne ça va de 6 € à 10 € quoi. De 6 € à 10 €. Mais si vous voulez en avoir un à 13 €, vous pouvez en mettant tous les ingrédients que vous pouvez mettre dedans quelque part. Et c'est quoi les concurrents du tacos aujourd'hui? Vous vous dites à quel type de sandwich ou de restauration ou de hamburger je dois prendre des parts de marché? On est dans un métier de la restauration rapide, slash fast food. C'est ça. Dans un pays où quelque part l'inflation a fait beaucoup de mal, une certaine paupérisation croissante, mais aussi l'émergence de la livraison. Sans vous les citer, vous savez de qui on parle quand on parle de fast-food ici et les grandes chaînes. Donc, votre objectif, c'est que plus tard, je peux le dire à votre place, le patron de McDonald's se dise « What the fuck, c'est qui ces gens, quoi ?» Ouais, je pense qu'ils se le disent déjà. Ils se le disent déjà. Vous allez continuer. Est-ce que vous avez un objectif? Tiens, par exemple, des recettes qui sont pas encore faites ou des concepts qui sont pas encore complètement popularisés, mais qu'on pourrait proposer à vos clients, justement pour apaiser ou pour plutôt assouvir les nouvelles tendances? Vous savez, quand on a un concept et quand on a une base, on peut la faire évoluer et lui faire jouer plein de rôles. Un burger aujourd'hui est capable de jouer plein de rôles, aussi bien un burger haut de gamme qu'un burger petit avec un petit fromage et puis parfois avec des fromages de région. Nous c'est pareil, quelque part avec un tacos on peut jouer sur tous les angles. On et peut donc jouer le tacos haut de gamme plus tard, pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on mettrait dans un tacos haut de gamme? Écoutez, ça se tente? Ça se tente. Ça se réfléchit. Pourquoi pas? Les nouvelles tendances, on va en parler aussi. Ceux qui veulent manger moins de viande trouvent leur bonheur dans le tacos. Forcément au départ non parce que c'est quand même assez carnivore, mais effectivement nous on cible de plus en plus les flexitariens parce que la génération Z est plutôt influencée par ce mode de vie. Typiquement nous lançons là dans 3 semaines ce qu'on appelle une limited edition avec ce qu'on appelle du 6000 poulet, mais c'est pas du poulet. C'est ça. C'est quoi du coup? C'est du végétarien à base. Et ça marche effectivement. Écoutez, en tout je cas, sais pas encore, mais vous allez voir, vous allez le tester, on regardera ça. Merci beaucoup d'être venu nous présenter, Stéphane Cherel, l'enseigne au tacos tout simplement. Plaisir. Combien d'enseignes en tout? Combien d'enseignes? Alors à fin 2023 on était à 354, dont 280 en France. Écoutez, on est toujours sur notre objectif à 500 à fin 2025. La petite bête qui monte, effectivement, le French Tacos. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Otacos. Là, on a parlé de quelque chose d'assez carnivore. On va parler maintenant d'un petit peu de légumes avec Vincent Ferniaud, notre gastronome, envoyé spécial de Choc dans les travées de ce salon Franchise Expo Paris. Il va vous présenter ces nouvelles tendances. On va manger de la salade dans un instant. Vous allez voir pourquoi. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. En direct du salon Franchise Expo Paris. On est à la porte de Versailles. Si vous êtes dans les parages, en Ile-de-France, ou vous écoutez Sud Radio sur le 99.9 FM, eh bien, venez nous voir justement au salon Franchise Expo Paris. On parle de ces enseignes qui apaisent nos gourmandises, ou plutôt qui les satisfont. Dans quelques minutes, on vous parlera d'une enseigne que vous connaissez même la forme de ces bâtiments. C'est l'enseigne Courtepaille qui a été reprise par le groupe La Boucherie. Comment va se passer la renaissance de Courtepaille? On verra ça dans Ferniaud fait le marché, mais avant ça, je retrouve mon envoyé spécial de luxe, parce que Vincent Ferniaud, comme vous le savez, il y a un Français sur 50 qui ne mange pas de viande. Alors je m'excuse, je viens de parler de tacos très végétarien il y a quelques instants. Vous avez découvert tout autre chose dans les travées de ce salon Franchise Expo Paris. Oui Jean-Marie, j'ai continué ma progression et je suis tombé sur un
concept très green, Eat Salad. Et je suis avec son fondateur, Antoine Barra, qui va nous parler un peu justement de cette salade. Parce que Eat Salad, ça veut dire, vous le savez bien, manger de la salade. C'est une injonction, hein, et c'est plutôt une bonne injonction. Ça fait plus de 10 ans que ce concept existe, Antoine Barra. Depuis ce temps, dans quel univers vous évoluez en fait ? Eh bien, nous, on évolue effectivement dans un univers où on veut respecter le produit, on veut faire consommer des végétaux et des produits frais à nos consommateurs, tout en gardant la rapidité de service de la restauration rapide. Alors, quel a été le déclic? Le rapport suivi max, le fait qu'il faille absolument orienter les jeunes vers une consommation plus green? Je crois que c'est un ensemble général, mais il est certain qu'aujourd'hui, on associe le végétal à un accompagnement, mais non pas comme le plat principal. Et on voulait le mettre un petit peu au cœur du dispositif, puisqu'on sait les bienfaits du végétal. Hein. Aujourd'hui, avec un terrain de foot, on nourrit 14 végétaliens et on nourrit que 2 omnivores. Donc effectivement, c'est un gros sujet. Alors, vous et votre frère, vous êtes tout à fait dans la tendance, évidemment, parce qu'on s'aperçoit, nous les parents, qui sommes plutôt des mangeurs de, on va dire, de protéines animales, que nos enfants sont de plus en plus portés vers le green, vers le végétal, peut-être pas le vegan, mais en tout cas le végétarien, et assorti de quelques protéines animales. C'est un peu l'histoire familiale, parce que vous, vos parents, ils vendent du poulet, et vous avez dit, ah bah non, nous, on mange des légumes et des fruits. Effectivement, on est commerçant de père en fils, et on voulait réellement proposer une alternative finalement pour se sustenter proprement, avec une qualité constante et puis une amplitude horaire 7 jours sur 7, midi et soir, qui est peu de doute finalement sur l'accessibilité. Alors, Eat Salad, si je comprends bien, ce sont des salades bars, des bars à salade. Exactement, le client choisit sa base parmi des pâtes, de la salade, donc du mesclun, de la mâche, de l'iceberg, etc. Il y a 40 ingrédients au choix, des boissons, des desserts, et tout est à prix unique, donc le plus dur c'est de choisir. Oui, faut vous rendre compte quand même qu'il y a un choix assez considérable. Quand on regarde vos bars à salade, on peut vraiment s'y perdre un petit peu. On est quand même orienté. On peut avoir des mix, des pré-mix en quelque sorte. Effectivement, il y a 5 millions de combinaisons. Et notre objectif, nous, c'était d'associer de la nutrition au plaisir. Donc pouvoir garantir qu'avec une portion de telle protéine végétale ou animale, tel légume, on répond aux besoins quotidiens en nutrition, en fer, en différents éléments. Vitamines. Exactement, et nutriments, exactement. Ça veut dire, Antoine Barra, que Eat Salad travaille avec des nutritionnistes. Il n'y a pas que l'appro sur le plan qualitatif, il y a aussi l'appro santé en quelque sorte. Effectivement, le tout est dans le tout. Je pense que d'ici peu de temps, vous pourrez payer avec votre carte vitale. Ah ouais, ça serait bien que ça soit remboursé effectivement la salade. On n'est pas loin. Hein. Antoine Barra, il faut que je vous pose la question des approvisionnements. Dans une enseigne comme Eat Salad, je pense que c'est aussi le nerf de la guerre, et c'est aussi ce qu'attendent les clients, une certaine qualité gustative, sanitaire, mais aussi un engagement. Alors est-ce que vous êtes plutôt locavore? Est-ce que vous vous limitez à acheter en Europe? Est-ce que vous regardez le bio? Est-ce que c'est du conventionnel? Qu'est-ce que c'est votre offre? Alors c'est un mix un petit peu entre ce que vous venez de citer, la réalité économique et finalement la déontologie et l'éthique. Effectivement, les temps sont tellement singuliers qu'avec le coût de l'essence, le coût de la logistique, la hausse de l'électricité, finalement c'est complexe puisque le logisticien nous passe des hausses évidemment puisque ces transports coûtent plus cher, le coût de frein en fait coûte très cher, le stockage coûte cher également, et puis il y a aussi une histoire de volume. Nous avons 75 établissements, 100 à la fin de l'année, il faut être capable de livrer une qualité équivalente sur l'ensemble du territoire national avec les mêmes conditions. Donc effectivement nous sommes livrés tous les matins en produits maraîchers 6 jours sur 7. Alors la difficulté pour un franchiseur comme vous, surtout une maison jeune, somme toute, c'est une animation d'un réseau qui est extrêmement divers sur le plan humain. Et est-ce que vous laissez un peu la bride sur le cou de vos franchisés, par exemple pour l'achat de produits à l'échelon local, ou est-ce que tout passe par une centrale? Alors effectivement, il y a une notion de réseau, et donc dans la réussite individuelle, elle passe par la réussite collective. Donc notre rôle de franchiseur, c'est de garantir à notre franchisé les meilleures marges et à notre client final, qui est finalement notre obsession, le meilleur rapport qualité-prix. Donc c'est des comités de dialogue et de concertation pour toujours être au plus près du meilleur rapport qualité-prix et des meilleures marges.
Je vais être simple. Hein. Si je suis en Provence et que j'ai une franchise Eat Salad, je ne peux pas acheter les tomates du maraîcher qui est à côté de chez moi si je les trouve plus belles que celles qui sont fournies par l'enseigne. Alors il n'y a pas que l'aspect esthétique du produit, il y a le rapport qualité-prix comme je vous ai dit, il y a la logistique, il y a le calibre et la capacité à fournir de manière quotidienne les volumes que nous passons. Donc en réalité, on a gardé des recettes artisanales, mais nous sommes sur des volumes quasiment industriels. Ouais, ça veut dire que vous vous engagez à condition que le franchisé respecte le cahier des charges, hein, le cahier de franchise en fait, mais il peut déroger, mais c'est à ses risques et périls. Alors c'est pas une notion de risque et péril, c'est une notion d'intérêt des parties. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans l'approvisionnement, l'achat logistique est un sujet à part entière dans le monde de la franchise et dans des franchises d'excellence encore plus. Et aujourd'hui, on doit considérer que finalement on ménage la chèvre et le chou et l'intérêt des parties est ce qui va nous animer le plus. Grosso modo, sur base de salade ou de pâtes, comme vous le disiez, combien de produits sont disponibles dans la gamme pour agrémenter vos salades bars ? Eh bien finalement, il y a 5 millions de combinaisons, donc 40 ingrédients, 8 sauces, une dizaine de desserts, et puis il y a des cartes été, des cartes hiver, donc on s'adapte le maximum aux saisons pour proposer de la pastèque et du melon dans les temps. Mais finalement, aujourd'hui, le réchauffement climatique redistribue les cartes, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais la pomme, ça dure qu'un mois. Et finalement le corps est bien fait puisqu'on mange des racines pendant l'hiver. Là c'est le moment des agrumes à l'heure où je vous parle, pour purger un petit peu donc les citrons, pour purger un petit peu l'hiver, et puis on va rentrer dans les produits d'été. Finalement la terre et le corps est très bien fait. On les trouve où les Eat Salad ? Généralement dans des zones commerciales, des centres commerciaux, centre-ville aussi ? Alors on n'a pas de discrimination, vous nous retrouvez dans les centres-villes, dans les hyper-centres-villes, dans les rues piétonnes, dans les centres co, mais également dans les aéroports, dans les stations-service, dans les stations RATP. Donc vous apportez un petit peu de végétal aux urbains, quoi. Un petit peu de verdure, effectivement. Eh ben écoutez, en tout cas, merci beaucoup Vincent Ferniaud de nous proposer ces verdures. Voilà, vous continuez à arpenter d'ailleurs les travées de ce salon Franchise Expo Paris où on est en direct en ce moment sur Sud Radio. Dans quelques instants, on va parler d'une autre enseigne. Ce sont des pubs français. Ça s'appelle Au Bureau. C'est une bonne excuse pour dire à votre patron que vous êtes au travail alors même que vous êtes au pub. On verra ça avec vous, Vincent, dans quelques minutes. On va présenter aussi une enseigne que vous connaissez très bien. C'est Courte Paille qui est reprise par le groupe La Boucherie. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Ferniaud fait le marché, notre envoyé spécial de luxe en direct des travées du salon Franchise Expo Paris, où est Sud Radio depuis ce matin très tôt. Alors on vous présente des enseignes justement qui vous restaurent, qui assouvissent votre gourmandise. Vincent Ferniaud va vous emmener au pub et vous présenter dans quelques minutes les pubs Au Bureau. Ça s'appelle Au Bureau, pourtant vous n'êtes pas au travail quand vous y êtes, mais c'est l'astuce, il vous expliquera pourquoi. Avant ça, je vous parle avec mon invité, toujours à Franchise Expo Paris, de deux enseignes qui sont importantes. On a le groupe La Boucherie, on a La Boucherie d'une part et Courte Paille qui vient d'être prise. Ce groupe s'appelle le groupe Bauder et il est dirigé par Alexandre Bauder, mon invité. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le PDG du groupe Bauder. Le groupe Bauder, c'était le groupe La Boucherie avant qu'il ne reprenne Courte Paille. On a beaucoup de choses à se dire. Je vous propose qu'on commence par parler d'abord de Courte Paille parce que c'est quand même une enseigne assez mythique. On a tous la scène des visiteurs en tête, évidemment. Quand Jean Reno parle à l'aubergiste et le menace avec son épée. Courte Paille, une enseigne qui a eu beaucoup de mal, des difficultés récemment, dans laquelle on a beaucoup de souvenirs d'enfance, notamment sur des aires d'autoroute. Comment vous voulez la reprendre et qu'est-ce qui va changer ? Écoutez, ça fait maintenant 9 mois qu'on a repris l'enseigne. C'est une enseigne qui a beaucoup souffert de par son manque d'investissement. Ça a été une enseigne qui est une enseigne historique depuis plus de 61 qu'elle a été créée, cette enseigne. Et puis elle a été un peu en désuétude parce qu'elle n'a pas su se renouveler. Et c'est notre tâche désormais. Alors on est restaurateur de métier et je crois que ça a été un petit peu oublié, le cœur du métier, le cœur de Courte Paille. De la restauration. C'est bien évidemment de la restauration. Alors moi, si j'ai le souvenir de gosse, quand j'entrais, après avoir dit 15 fois, demandé à 15 fois à mes parents à quelle heure on arrive, on s'arrêtait, on était à Courte Paille, au milieu de la salle, il y avait une grande cheminée, il y avait des viandes qui étaient à griller. Ouais. Ça reste ou pas ? Ça reste, bien évidemment. C'est ça, Courte Paille. Avant toute chose, c'est de la restauration simple et bonne, efficace. Alors, vous l'avez connu sur la route des vacances, comme beaucoup de Français. C'est
avant toute chose un restaurant qui est disponible, qui est une destination qu'on a aujourd'hui plus de 70 restaurants, 73 exactement, qui sont répartis partout en France, qui continuent d'accueillir les clients. Et là, je vous invite à aller consulter le site internet pour voir si vous avez des courtes pailles à côté de chez vous, à proximité de chez vous. Et vous accueillez 7 jours sur 7. Et effectivement, au cœur de notre restaurant, la cheminée et des produits de qualité. C'est aussi ça l'enjeu de la restauration, c'est qu'on puisse en avoir pour son argent, aussi bien en termes de qualité que de quantité. De qualité que de quantité, ça va être quoi le menu type? Mais écoutez, traditionnellement, c'est l'andouillette. Ouais. C'est le produit le plus plébiscité par nos clients. Sauce à la moutarde. Et effectivement, la sauce à la moutarde, les sauces roquefort, poivre, béarnaise, tout ce que vous voulez. Et puis l'entrecôte, qui est l'autre plat mythique qu'on cuit dans une. Et ça n'a pas changé. Toujours la même chose. Exactement. Au feu de bois, toujours. Toujours. La plupart du temps, c'est au feu de bois. Ouais, la plupart du temps, et ça change tout quand même, c'est vrai, parce qu'on a la saveur à côté de ça. Qu'est-ce que j'ai à côté et c'est quoi le menu type? C'est le steak frites, hein, ni plus ni moins. J'exagère, j'extrapole, mais on vient y manger une entrecôte, une andouillette frite. On a quelques légumes, du haricot, riz, enfin tout ce que vous pouvez retrouver pour vous faire plaisir. Mais justement, il y a des choses qui étaient en fait tout bonnement abandonné. Déjà l'assiette, l'art de la table avait été abandonné, on s'en occupait plus et Dieu sait que on mange d'abord avec les yeux avant de manger avec la bouche. Et donc au mois de juin, on va retransformer le décorum, une nouvelle ambiance beaucoup plus moderne, beaucoup plus contemporaine, qui sera à des couleurs. Au mois de juin pour les départs en vacances. Oui, c'est ça. L'idée c'est que le premier soit transformé, puis petit à petit le réseau va se renouveler. C'est ça. Donc l'art de la table, le décor, et puis une fois aussi le produit qu'on a dans l'assiette. Et là, notre métier de restaurateur nous amène à notre exigence à avoir des produits d'extrêmement bonne qualité. Justement, votre métier de restaurateur, vous l'avez dit à plusieurs reprises parce que vous venez pas de nulle part. C'est un beau groupe qui reprend Courte Paille. C'est l'ancien groupe La Boucherie, maintenant groupe Bauder, de votre nom, Alexandre Bauder, PDG de ce groupe. Présentez-nous La Boucherie en quelques mots, parce que j'ai une vague idée de ce que je peux y trouver. Malgré tout, comment je le trouve? Écoutez, ça fait 50 ans que l'enseigne existe. En 2024, on va fêter les 50 ans. Et comme son nom l'indique, La Boucherie, notre métier, c'est le bœuf. Donc bien évidemment, notre spécialité, on est exigeant, on vend du bœuf à travers plus de 125 restaurants en France, où vous retrouvez des produits, c'était la côte de bœuf, l'entrecôte, des spécialités plus spécifiques comme l'araignée, comme le panaché du boucher. Et là, on vient goûter un tas de viandes différentes. C'est bien que vous parliez de l'araignée parce que c'est une pièce qui, de prime abord, est pas très belle. Elle est bizarre et c'est pourtant l'une des meilleures. C'est la pièce du boucher presque. C'est celle que le boucher se gardait avant. Exactement. Alors pour deux raisons. La première, c'est que c'est des petits morceaux dans un animal. Ouais. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a un vrai travail. Et on appelle ça une araignée parce que on appelle ça l'araignée parce que le nerf est en forme de toile d'araignée et donc il y a un vrai travail de d'énerver ce morceau de viande avant de pouvoir le déguster. Et donc ça demande plus de temps. Donc l'araignée chez le boucher, c'est délicieux, ça a l'air bizarre, c'est un peu plus cher, c'est normal, ça demande plus de temps. Exactement. Nous on a notre atelier d'affinage, on a une quarantaine de bouchers qui se trouvent à Brive-la-Gaillarde et qui viennent distribuer dans tout le réseau et toutes les araignées passent par les mains de nos bouchers et comme c'est un travail fastidieux, on fait 2 heures, c'est un petit peu la corvée, mais les équipes font 2 heures chacune leur tour pour pouvoir faire de l'araignée, éplucher de l'araignée. Exactement. J'ai d'autres pièces d'exception ou pas? Il y a tout, onglet, hampe, c'est tout ce l'exception le onglet, mais c'est vrai que c'est bon. Quand je dis d'exception, après on peut avoir des plats matures, enfin des pièces maturées, effectivement, où là on va aller chercher ce petit goût de noisette qui apporte la maturation, et ça on a notre trésor qui est un faux filet qu'on mature sur os, ou l'entrecôte ou les côtes de bœuf, et ça dans les viandes de nos régions, c'est-à-dire qu'on a la seule enseigne en France à proposer, on a segmenté la France en 4 et on propose dans le nord-ouest la normande, dans le nord-est la Montbéliarde, le sud-ouest la Limousine et le sud-est la Charolaise. Et c'est laquelle votre préférée? Moi, du moment que je suis avec mes franchisés. Allez-y, vous êtes sur Sud Radio, parlons vrai, on dit. Vous, quand vous êtes à table, j'ai bien compris que les 4 étaient bonnes. C'est laquelle votre préférée? Ça dépend dans la région où je suis, mais en tout cas, quelle différence ça fait? Il y a des petites subtilités. Mais vous sauriez à l'aveugle reconnaître une limousine d'une Charolaise ou pas? Vraie question. Non, une limousine. Vous avez le droit de dire non. Non, mais une limousine d'une Charolaise, j'aurais peut-être du mal, lesquelles sont plus caractéristiques, plus faciles à reconnaître? Après ça va dépendre de l'âge de l'animal, mais on va avoir des viandes qui peuvent être plus ou moins persillées,
Et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir notre cahier des charges qui répond à ça. Et effectivement, on retrouve des produits qui ont des typicités, mais je pense que j'aurais quand même du mal à trouver la différence, mais elles sont toutes bonnes en tout cas. On a tous l'image en tête de Louis de Funès dans Les Loups la Cuisse qui reconnaît tout à l'aveugle alors qu'il n'a plus de goût. Bon, c'est pour ça, mais je parle aux passionnés de boucherie, c'est normal de vous en parler ainsi, évidemment. Tiens, parlons de la boucherie aussi. Est-ce que vous avez des difficultés à recruter? Parce que c'est un métier absolument magnifique. C'est un métier exigeant dans lequel on gagne plutôt bien sa vie, mais on a du mal à recruter en général. Oui, alors on a du mal à recruter. En fait, c'est un métier où on fait par passion. Souvent, c'est un métier qui est fait par on a des équipes qui sont jeunes et les jeunes grandissent et vieillissent et après elles passent. Donc ça a toujours été historique à nos préoccupations, à nos problématiques. Donc il faut avouer que la Covid a été très difficile. 4 ans, le confinement aujourd'hui, vous vous rendez compte de l'anniversaire? Mais vous vous rendez compte, pendant 2 ans, on a expliqué à nos équipes qui étaient jeunes qui faisaient un métier non essentiel. C'est ça la vraie problématique. Donc forcément, quand on a dû rouvrir nos restaurants, tout le monde était parti. On se rend pas compte comment on a stigmatisé cette profession et on a souffert post-Covid. Depuis, je peux vous garantir que on a fait un tas d'efforts. C'était déjà le cas. Les Français sont revenus. Les Français sont revenus, les collaborateurs sont revenus. Il y a eu des augmentations également de la grille salariale qui a été faite. Mais en attendant, un métier tellement passionnant, tellement agréable que c'est quand même facile. C'est facile. On fait des métiers où on travaille à des heures un peu particulières, mais quel bonheur de pouvoir satisfaire et faire plaisir à nos invités. Et quand on aime, on compte pas son temps. Ça, c'est vrai, c'est important aussi. C'est un métier magnifique, en plus que celui de boucher et encore plus que celui de restaurateur. Donc c'est pour ça qu'on était ravis de vous accueillir dans cette émission. Merci beaucoup, Alexandre Bauder, PDG du groupe Bauder. C'est la boucherie, c'est Courtepaille. Bonne chance pour la reprise de Courtepaille quand même. Merci. C'est une enseigne populaire. Bonne route à la boucherie aussi. Bon courage à vous tous qui nous écoutez. J'ai noté d'ailleurs, vous n'êtes pas trop victime du viande bashing? Non, parce que la consommation de viande hors domicile continue de progresser et on en mange moins de viande. Donc c'est important d'en manger moins. Et d'en manger mieux. Et exactement. Et donc vous venez la manger à Courtepaille ou à la boucherie. Exactement, choisissez une araignée, c'est vraiment le meilleur morceau. En tout cas pour moi, je sais pas pour Vincent Ferniaud, mais pour moi c'est celui-là. Tiens, Vincent Ferniaud qu'on va retrouver dans quelques instants, toujours dans les travées de ce salon Franchise Expo Paris. Tiens, il vous emmène au pub, enfin chez Au Bureau. Vous allez voir pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait dans Au Bureau? C'est notre gastronome et reporter de guerre qui sera dans les travées de ce salon. On le retrouve dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Ferniaud fait le marché en direct du salon Franchise Expo Paris. On est à la porte de Versailles si vous voulez passer nous voir sur Sud Radio. On vous accompagne jusqu'à 11h depuis ce salon où vous retrouvez plein d'enseignes que vous connaissez. Courtepaille, la boucherie. On a les 3 brasseurs. On a aussi Au Bureau justement qu'on va retrouver dans un instant. On va parler aussi de l'anniversaire du confinement. Est-ce que les enseignes de restauration ont récupéré depuis le confinement? C'était il y a 4 ans jour pour jour. Est-ce qu'elles arrivent à recruter aussi? On en parlera avec notre invité dans quelques minutes. Mais avant ça, Vincent Ferniaud continue d'arpenter les travées de ce salon et il a trouvé, une nouvelle enseigne. Oui, Jean-Marie, je suis pas très loin de vous dans ce gigantesque hall 1 de la porte de Versailles à Paris. Et je suis avec Vincent Grelier, qui est le directeur général de l'enseigne Au Bureau. Je suppose que vous avez déjà découvert Au Bureau. Bonjour Vincent. Bonjour Vincent. Alors, Au Bureau, on le sait, on a compris le petit gag, le petit jeu de mots, ça permet en fait, quand votre patron vous appelle vers 15h, que vous n'êtes pas encore remonté au boulot et qui vous dit « mais t'es où ?» Ça permet de répondre au bureau, c'est ça l'idée. C'est un peu l'idée, je confirme, c'est un peu l'idée. L'idée c'est quand même de retrouver tous nos clients à n'importe quel moment de la journée. On n'est pas forcément obligé d'attendre 15h, mais dès le déjeuner on peut retrouver nos clients et sur tous les moments de la journée jusque très tard le soir. Alors ça fait combien de temps que cette enseigne existe? Un peu plus de 34 ans maintenant, parce qu'elle est née en 89, donc plus de 34 ans. Ouais. Et donc il faut tout le temps se renouveler, on l'imagine bien, quand on a une marque comme celle-là. Combien de restaurants en France Au Bureau? Je suis très content de vous dire que cette année on fêtera le 200e établissement d'ici quelques mois. Uniquement en France d'ailleurs ou autour de la France aussi, dans des pays francophones par exemple? Non, uniquement en France. Uniquement en France. Bon alors ce concept qui est bien français, qui reprend un petit peu les codes du pub anglais ou de la brasserie française, c'est un peu un mix des deux? Alors c'est surtout un pub. C'est un concept qui reprend tous les pubs des codes anglais en tout cas, où on y retrouve tous ces produits comme le wedge, des cuisines généreuses, très gourmandes, bien évidemment les codes de la brasserie à travers le burger, quelques viandes. Et la bière, j'imagine. J'allais vous le dire. Une carte tournée autour de la bière et des cocktails également, une belle carte de cocktails et toute une gamme de bières très très large.
D'accord. Ça, on le comprend, c'est un peu votre image de marque. L'histoire, elle a évolué depuis 30 ans, j'imagine, tant sur les produits que sur l'ambiance générale, le design de vos restaurants. Alors bien évidemment, c'est un concept qui a évolué avec son temps. On a la chance de faire partie d'un grand groupe à travers Bertrand Franchise et on a toujours à cœur de faire innover nos concepts, de les faire grandir à travers la carte aussi, puisque c'est une enseigne aujourd'hui qui est très engagée dans sa démarche RSE. Donc on a de plus en plus de produits français. On vient de signer une charte nature d'éleveur il y a quelques mois aujourd'hui avec toutes nos volailles qui sont nature d'éleveur et on a à cœur de s'approvisionner avec des produits locaux dès lors que c'est possible et d'avoir des produits de saison surtout aussi. Donc on fait évoluer l'offre en fonction de ces critères qui sont aujourd'hui importants pour nous et nos clients. Alors on voit souvent l'enseigne au bureau dans des zones commerciales, dans des zones périphériques aux grandes villes. Est-ce qu'il y a du centre-ville aussi chez vous ? Eh bien la naissance au bureau, ça a commencé d'abord en centre-ville, faut le savoir. Et les gens ne le savent peut-être pas, mais 50% du parc est encore implanté en centre-ville aujourd'hui. 50%, la moitié, une centaine de restaurants. Oui, c'est la capacité au bureau de s'implanter toujours aussi bien en centre-ville qu'en zone commerciale, en retail. Voilà, on sait implanter un établissement au bureau partout en France, que ce soit en zone co ou en centre-ville. Alors ceux qui nous écoutent aujourd'hui, nos auditeurs, ne sont pas forcément familiers du système de la franchise. La franchise, ça permet d'avoir un nombre d'unités qui sont en fait portées par des indépendants, mais avec la couverture d'une marque connue. La franchise, c'est d'abord vous apporter un savoir-faire, un concept qui fonctionne, vous apporter une notoriété, tous les supports dont vous pouvez avoir besoin, notamment au travers le marketing, qui est un vrai métier, au travers l'animation pour au bureau principalement. Et c'est vous offrir le luxe, je dirais quand je parle de luxe, de vous éclater en tant qu'indépendant, effectivement, localement, et à vous soucier uniquement d'une chose, c'est de votre client. Quelle est votre population principale de franchisés ? Quel est le profil du franchisé en général ? Eh ben, je dirais que sur au bureau, on a de tous les profils. On a beaucoup de restaurateurs, bien évidemment, restaurateurs indépendants, mais on a des franchisés qui viennent du monde de l'assurance, de la grande distribution, du monde de la fleur, du monde du sport également. On a quelques sportifs qui nous ont rejoints il y a quelques années aujourd'hui, donc tous les horizons. Alors, on imagine bien que quand on s'adresse à des restaurateurs, souvent d'anciens indépendants, qui veulent en fait s'assurer un concept qui fonctionne et donc un revenu presque assuré par l'enseigne, on voit bien quelle est l'idée du franchiseur que vous êtes d'aller chercher ces gens-là. Maintenant, quand on s'adresse à des gens qui viennent de métiers extrêmement différents, de profils extrêmement différents, qui n'ont pas le savoir-faire de base, comment est-ce qu'on va leur insuffler l'esprit restauration ? Eh ben, on va leur insuffler l'esprit restauration déjà par l'immersion et la formation. C'est-à-dire que quand un franchisé rentre chez nous, qu'il soit restaurateur ou pas d'ailleurs, j'ai toujours dit, on n'a pas la prétention de vous apprendre le métier de la restauration, même si c'est notre credo, mais vous apprendre ce qui est au bureau, son ADN, sa marque, ses marqueurs, son côté festif, son côté convivial. C'est ce qu'on va vous transmettre et ça passe par l'immersion et la formation de nos franchisés. Et ça passe aussi par l'accompagnement de nos responsables réseau sur le terrain tout au long du parcours de vie du franchisé. Ça veut dire qu'il suffit, pour faire simple, si je suis intéressé de devenir franchisé d'une enseigne comme la vôtre, il suffit que j'ai un capital à mettre dans l'affaire, parce que ça coûte quand même des sous, hein, surtout la surface que vous demandez, j'imagine qu'il doit avoir une surface minimale de quoi, de 150 mètres carrés Plutôt 400 mètres carrés. 400 mètres carrés, d'accord. Donc on fait pas du centre-ville pour la plaisanterie, on va dire. Mais en tout cas, on peut venir d'univers extrêmement différents. On sera accompagné si on a le capital de départ. Alors je dirais, il suffit pas d'avoir le capital. Il suffit d'une chose, c'est d'être passionné. Passionné par les métiers de service, par le client, par le management, la gestion des équipes, parce que la vie de l'entrepreneur, au-delà de tous les supports qu'on va lui apporter, c'est de gérer tous les petits bobos de ses collaborateurs au quotidien et de faire en sorte que ses collaborateurs soient heureux dans son établissement pour faire en sorte que ses clients eux-mêmes soient heureux. Donc il faut être passionné par ces métiers de service, le métier de la restauration, parce que c'est un métier de détail. Faut aimer ces métiers qui sont des métiers de contrainte, mais très captivant par l'échange qu'on a avec nos clients au quotidien. Chaque journée est différente et c'est ça qui fait la réussite et l'enrichissement de ce métier. Alors je comprends, Vincent Grelier, que une fois qu'on est dans le bain, on est accompagné, c'est l'animation de vos réseaux, tous les franchiseurs le font. Maintenant, le préliminaire, on sait l'importance de l'emplacement pour un restaurant. Est-ce que vous accompagnez le nouvel entrant pour justement dans sa démarche pour être sûr qu'il aura un concept qui fonctionne ?
On accompagne à toutes les étapes. Déjà dans la recherche de l'emplacement. Ça, c'est ce qu'on fait tous les jours, ce que nos équipes, en tout cas développement, font tous les jours. Ensuite, il y a les équipes du recrutement qui sont là pour recruter le candidat à la franchise, qui vont participer à l'immersion du candidat, valider sa candidature et son choix aussi d'enseigne, puisqu'on a du multi-enseigne au sein de Bertrand Franchise. Excusez-moi, mais ça marche dans l'autre sens aussi. Il vous arrive de trouver des emplacements en disant il faut qu'on s'implante ici, on va trouver un franchisé pour le peupler? C'est souvent le cas. On commence par rechercher des emplacements et parfois c'est les candidats qui nous apportent l'emplacement. Ce que je veux dire par là, c'est que dans notre métier de franchiseur, on accompagne le candidat du début du projet jusqu'à son ouverture et dans son parcours de vie. Du début du projet, c'est trouver l'emplacement, l'accompagner dans la recherche du financement, lui trouver éventuellement des partenaires pour financer son projet, l'accompagner dans la création de son entreprise, la préparation, le recrutement de son équipe, la mise en place de son restaurant, l'ouverture de son établissement et puis ensuite dans son parcours de vie des 10 années à venir avec nous en tout cas. Bon, autrement dit, les 200 unités de bureau assurent en quelque sorte que le concept fonctionne. C'est le signe qu'on peut passer du bon temps en loisir, mais en restant au bureau. C'est exactement ça. On peut passer vraiment beaucoup de bon temps au bureau. Mais en tout cas, on fera en sorte aussi de mêler le travail à la passion. Pourquoi pas un peu de plaisir au travail, c'est quand même toujours plus agréable. Merci beaucoup Vincent Ferniaud. On va vous laisser rentrer de ce salon Franchise Expo Paris à la porte de Versailles. Vous étiez en direct de nos travées. Je suis avec ma dernière invitée qu'on accueille avec plaisir aujourd'hui. On est avec Corinne Duplat. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. On va conclure avec vous. Vous êtes la directrice générale du réseau Les Menus Services. Vous portez des repas à domicile chez des personnes âgées. C'est ça votre corps de métier historique, on est d'accord? Oui, on porte des repas chez des personnes âgées qui ne peuvent plus ou qui ne veulent plus se faire à manger avec une moyenne d'âge de 86 ans. Exactement, et c'est dire si c'est important pour ceux qui ont été habitués à bien manger en plus à domicile. Vous allez nous raconter ce que vous servez comme type de repas à ces personnes âgées. Je rappelle que vous êtes aussi administratrice de la Fédération Française de la Franchise. C'est vous qui organisez ça avec vos prestataires. Ça, c'est le salon où on est en direct sur Sud Radio, porte de Versailles à Paris, Franchise Expo Paris. Qu'est-ce que vous mettez dans ces repas? Alors, on aime bien dire qu'on propose des repas à domicile comme à la brasserie du coin. Ouais. Ça veut dire que tous les jours, nos bénéficiaires ont le choix entre 4 ou 5 entrées, plats, accompagnement, laitage, dessert. C'est large. Ouais, c'est large. Et déclinés en régime parce qu'on a des pathologies, souvent à cet âge-là, diabétiques, hypocaloriques, sans sel, et surtout qui vont tenir compte des aversions de nos clients. Par exemple, j'aime pas le poulet, j'aime pas les carottes, on leur en proposera jamais à ce client-là qui a dit je suis diabétique, je n'aime pas les carottes, je n'aime pas le poulet. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Ça veut dire que le client commande et quand il reçoit son repas, c'est ce qu'il aime, c'est ce qui lui correspond et puis surtout on participe à la lutte contre la dénutrition. Donc contrairement à ce qu'on pense, plus on vieillit, mieux il faut manger et assez conséquent quelquefois. Donc ça veut dire qu'on va participer à tout ça et surtout garder le plaisir de bien manger. Alors si je vous suis, quand je vois votre corps de métier, il vous faut donc des livreurs, il vous faut des cuisiniers, ou livreuses, des livreuses aussi, des cuisiniers, des cuisinières, il vous faut des serveurs, des serveuses, il vous faut des nutritionnistes aussi. Alors on a dans une agence un responsable d'agence qui en l'occurrence qui peut être le franchisé ou la franchisée. On a un diététicien ou une diététicienne qui va aller évaluer l'état de la personne et préconiser au mieux ce qui va lui correspondre. Et après on a une équipe de livreurs ou livreuses qui vont livrer les repas tous les jours. Et ensuite ces personnes âgées, elles s'abonnent, elles font quoi? Alors non, ni contrat ni contrainte. Alors après un préavis de 48 heures, vous savez, 86 ans en moyenne, ça veut dire que nos clients, ils nous quittent s'ils partent en EHPAD, maison médicalisée ou le pire des cas. Donc on va pas lui dire tiens en plus tu nous dois une semaine de repas quoi. Évidemment. Donc voilà. Et en amont, on fabrique les repas. On a aujourd'hui des cuisines dédiées par région et bien entendu ces repas vont tenir compte de la région dans le sens où dans le nord on va servir des flammekueche et des patates. Des tartes flambées d'ailleurs. Voilà. Dans le sud on va servir des gazpacho, des choses fraîches et puis de la saison. À un moment on mange des melons dans le sud et on n'en mange plus dans le nord. Donc il y a ça aussi. Vous vous adressez à des octogénaires en général, au moins octogénaires. Oui. Moi et vous, on sait comment faire pour se faire livrer un repas à domicile, une application de
2 clics et ça arrive. Ouais. C'est plus compliqué pour les octogénaires. Donc comment ils font pour retrouver facilement? Bonne question. Alors, ceux qui sont pas encore geeks, on va dire, on leur donne des feuilles de choix papier qu'on récupère et après on va les enregistrer en agence. Et puis aujourd'hui, ils ont la possibilité maintenant par un intranet ou le site internet marchand de commander directement le repas. Moi, j'ai un papa qui a 84 ans, il voyage toute l'année d'ailleurs, il est en super forme, mais lui maintenant, il est sur internet tout le temps, quoi. Donc on s'est adapté à cette nouvelle génération qui, avec 3 clics, arrive à commander son repas. Ils y arrivent aussi. Et Bien ça, sûr. c'est formidable. Je le disais, vous êtes aussi l'administratrice de la Fédération française de la franchise. Toutes les enseignes qui sont autour de nous, on a donné la parole à la boucherie, au bureau, j'en passe et des meilleurs. Est-ce qu'elles arrivent à recruter toujours? On est 4 ans après le confinement, ça a été une date très dure pour la restauration. Oui, alors le salon, c'est le grand rendez-vous annuel de la franchise. On recrute beaucoup par le salon. Voilà. C'est la vitrine. Les porteurs de projets qui sont sensibilisés à la franchise, ils viennent au salon. C'est le grand rendez-vous. Donc c'est reparti. Ça marche, bien sûr. Donc la machine est repartie aujourd'hui. Alors, il y a eu, pour être tout à fait honnête avec vous, les 2 ans après le Covid, là, il y a eu quand même la période de l'inflation. On est dans une période quand même compliquée, la crise mondiale, la guerre en Ukraine, en Israël. Donc, on sent quand même le porteur de projet un peu plus frileux. Ouais, carrément. Voilà. Il faut plus l'accompagner, il faut plus le convaincre, il faut plus le sécuriser. Et le message gros travail là-dessus que vous donnez à celui qui hésite et qui est peut-être un peu frileux, en un mot? C'est chouette de monter sa boîte, quoi. Et en franchise encore mieux parce que on est sécurisé. Ce sont des modèles vertueux. Et donc, le travail est mâché en quelque sorte. Le travail est mâché. Le concept et puis est déjà là. On est formé, on a adapté, donc c'est entreprenez, super. Réentreprenez et pourquoi pas en franchise. Merci beaucoup Corinne Duplat, directrice générale du réseau Les Menus Services. Vous êtes administratrice aussi de la Fédération française de la franchise. Voilà pour Fernio fait le marché. Fernio faisait le marché donc à l'imparfait. Vincent Fernio qui était aussi en direct avec nous de ce salon Franchise Expo Paris. C'est ouvert encore aujourd'hui, vous pouvez y passer, c'est à la porte de Versailles à Paris. Vincent Fernio reviendra dimanche prochain de 10h à 11h sur Sud Radio dans des circonstances plus classiques. Nous, notre journée, elle va continuer tout simplement et on va retrouver dans quelques minutes Alexandre Devecchio juste après les informations de 11h en compagnie de son invité Pascal Bruckner. Et cette question, est-ce que nous sommes tous des victimes? Pourquoi il faut arrêter de se victimiser? On va en parler et en débattre juste après les infos. N'oubliez pas, Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.